La semaine des SCPI, Perial Asset Management, troisième rendez-vous de la semaine. On se retrouvera la semaine prochaine, en milieu de semaine prochaine, pour nos deux prochains rendez-vous. Ce sera pour parler de PFO et pour PF Hospitalité Europe. Aujourd'hui, on est là pour parler de PFO2 avec mes invités. Elle est directrice commerciale et marketing, Laetitia Bernier. Bonjour. Bonjour Jean-François. Fidèle au poste, elle était avec nous lors de nos deux premières émissions de la semaine. Elle est directrice innovation et RSE. C'est Anne-Claire Barbery. Bonjour Jean-François. Rémi Juzan, responsable Fund Management SCPI de Perial AM, est aussi avec nous pour parler de cette SCPI. Rémi, bonjour. Bonjour Jean-François. Et enfin, il est directeur général délégué de Perial Asset Management. Lui aussi, il a fait les trois premières émissions de la semaine. Loïc Hervé, bonjour. Bonjour Jean-François. Allez, on attaque tout de suite avec PFO2 et avec vous, Laetitia. PFO2, création en 2009 et c'était sur le marché de l'innovation. Absolument, sur le marché de l'innovation, puisque PFO2 a une vocation environnementale. Donc, depuis 2009, on a l'habitude de dire qu'on faisait du label ISR sans le savoir depuis 2009. Avec cette SCPI qui aujourd'hui atteint une capitalisation de près de 3 milliards d'euros. Donc on est sur un véhicule d'une taille correcte, d'une grande taille, qui depuis 2009 a prouvé sa capacité de résilience. Alors vous faisiez référence au label ? Absolument. Elle est labellisée ? Évidemment. Ok, alors justement, au-delà du label, on va essayer de rentrer dans le détail. Anne-Claire, je faisais référence tout à l'heure au fait que vous aviez fait toutes les émissions depuis le début de la semaine. Donc moi, je vous dis ce que j'ai compris. Vous me dites si je me trompe ou pas, qui était qu'il y avait une approche globale chez Perial Asset Management sur toutes les SCPI et que chacune avait ses propres thématiques et ses propres spécificités. Hier, par exemple, on a parlé de PF Grand Paris où il était question de diversité. Quelle est la spécificité de PFO2 ? Alors effectivement, on a un socle commun sur l'ensemble des SCPI et puis un objectif extra-financier dédié par SCPI. Sur PF Grand Paris, effectivement, c'est la biodiversité. Sur PFO2, historiquement, donc effectivement, Laetitia le disait, avant tous les sujets de label ISR, on avait bien défini dès sa création en 2009 un objectif double de réduction de la consommation d'énergie et de réduction de la consommation d'eau sous 8 ans, à hauteur de 40% pour l'énergie, à hauteur de 30% pour l'eau, pour chacun des actifs. Ok, donc ça veut dire que c'est un indicateur qui est suivi, qui n'est pas un indicateur immédiat, mais qui est un indicateur sur les actifs qui ont un certain âge. Absolument, mais il faut nous laisser le temps aussi, effectivement, une fois que l'actif rentre en portefeuille, de pouvoir développer et déployer des actions d'amélioration pour déjà définir l'état à date et puis ensuite atteindre cet objectif de réduction. Ok, on obtient facilement la donnée de la part des locataires ? Pas toujours. Pas toujours. C'est pas toujours simple. On a besoin de beaucoup de pédagogie, beaucoup d'explications. Le cadre réglementaire nous aide maintenant, mais effectivement, en 2009, c'était beaucoup moins simple. Ce qu'on constate, c'est que les entreprises sont de plus en plus matures, donc sont aussi plus à l'aise pour nous partager cela. Et puis, on a aussi maintenant un certain nombre d'outils pour nous aider à collecter de manière la plus automatique ces données. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir été un peu avant-gardiste ? Parce qu'aujourd'hui, la sobriété énergétique avec la guerre en Ukraine, tout le monde ne parle que de ça. Vous avez le sentiment d'avoir franchement innové ? En fait, ce qu'on constate, c'est que le mécanisme qu'on a mis en place depuis 2019 est peu ou prou celui du décret tertiaire, donc le dispositif réglementaire qui oblige bailleurs-preneurs de surface de plus de 1000 m² à s'intégrer dans une trajectoire de réduction de consommation d'énergie. Ok, allez, maintenant on va parler chiffres. Laetitia nous disait il y a de cela quelques instants les encours de cette SCPI, un peu plus de 3 milliards. Si on regarde les éléments de performance sur l'exercice 2022, quel a été son taux de distribution ? Allez, tiens, avant qu'on rentre, que vous nous donniez le chiffre, vous allez peut-être aussi nous expliquer, Rémi, le changement qu'il y a eu d'un point de vue réglementaire dans les règles de place sur le calcul de la performance des SCPI ? Absolument, si vous voulez. Donc, on a fait un taux de distribution en 2022 sur PFO2 de 4,32%. Effectivement, on a eu un changement de méthode de place pour un petit peu aligner toutes les SCPI. Quand j'ai toutes les SCPI, c'est celles qui investissent en France et celles qui investissent en Europe. Le changement majeur qui s'est opéré sur le calcul, c'est qu'on a intégré l'impôt qui est payé en Europe dans ce taux de distribution. Pourquoi ? Parce que il fallait en fait rétablir une sorte de comparaison entre les différentes SCPI, entre celles
ou qui sont 100% françaises, où l'impôt va être directement prélevé chez les associés, et celles qui investissent en Europe, où l'impôt est prélevé à la SCPI. Donc pour rééquilibrer et pour avoir une base comparable, on a réintégré l'impôt des SCPI européennes dans le taux de distribution. Comme ça, toutes les SCPI sont comparables, les taux de distribution des SCPI sont tous comparables. Ok, pour résumer, l'ASPIM, l'association des professionnels, a mis tout le monde sur la même règle. On sait maintenant que tout le monde a la même règle, ce qui n'était pas le cas auparavant, parce qu'on n'hésitait pas à comparer des taux de rendement qui n'avaient strictement rien à voir. C'est pas toujours totalement lisible pour tout le monde, mais au moins on a une norme. 4,32, ça vous positionne comment par rapport à la moyenne des SCPI? Alors 4,32, on est au-dessus des SCPI bureaux qui ont fait un taux de distribution moyen de 4,20% en 2022. Donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, donc on est au-dessus, on est effectivement un tout petit peu en deçà de notre objectif et de ce qu'on a fait en 2021. On est oui, alors vous me voyez venir, parce que si je vous dis ça, c'est que j'ai une question d'associé qui dit le taux il baisse. Effectivement, on est passé de 4,45 en 2021 à 4,32, donc on a une baisse qui est mesurée et qui reflète principalement des libérations qu'on a pu avoir sur le patrimoine. Ok. Alors, on va regarder ça, et on va regarder toujours de manière pédagogique, parce qu'on a dit qu'on faisait de la pédagogie. Loïc Hervé, l'indicateur qu'il y a sur la SCPI pour mesurer la vacance, on appelle ça le TOF. Et là aussi, les règles ont changé. Alors, dites-moi déjà, le TOF Quesaco. Quesaco, alors c'est taux d'occupation financier, donc ça comprend bien entendu l'occupation physique des locaux. Il y a la composante vacances physique des locaux pour le coup, et puis on a intégré dans ce taux d'occupation financier, ce qui n'était pas le cas auparavant, les franchises de loyer, puisqu'il y a une pratique de place courante qui consiste à donner des franchises de loyer aux locataires en fonction de la durée des contrats de location, en fonction de la taille également des actifs immobiliers, et ça c'est valable partout en Europe sur les principaux marchés sur lesquels on intervient aujourd'hui. Ok, alors on regarde les chiffres, donc 93%. J'ai une question là aussi d'un associé, je ne sais pas si c'est le même ou pas parce que j'ai pas les prénoms. Comment vous expliquez un TOF de 91,3%? Alors moi, si on regarde les chiffres, au premier trimestre 2023, on est à 93, donc c'est peut-être le rapport précédent, alors que dans ces autres SCPI, il dit le TOF navigue entre 96 et 98. Alors comme on a dit qu'on était là pour répondre aux questions des associés, Rémi, on va répondre. Alors tout à fait. Alors d'abord, il faut avoir en tête que 96 ou 98%, c'est un taux d'occupation financier d'une SCPI qui est en construction. On pourra revenir la semaine prochaine sur PF Hospitalité Europe qui a été créé en 2020. Vous verrez qu'on a un taux d'occupation financier carrément de 100%. PFO2 a été créé en 2009, donc on a un historique, on a un patrimoine très important. Et donc un taux de 93%, c'est un taux normal pour une SCPI où il y a toujours de la vacance, de la circulation de locataires. Et c'est tout à fait normal d'avoir un taux à peu près à ce niveau-là. Ok, toujours rayon pédagogique. Donc vous êtes en train de nous dire, tout à l'heure on a dit que sur les taux de rendement, l'ASPIM avait fait un travail pour que les choses soient comparables. Vous nous dites, le TOF, il y a des nouvelles règles qui existent, mais attention, on n'est pas tout à fait dans la même situation quand on compare une SCPI qui a de l'historique ou une SCPI qui vient d'être créée. Absolument. Une SCPI, par essence, elle achète des immeubles qui sont loués. Donc, une SCPI neuve, elle achète que des immeubles qui sont loués. Elle n'a pas encore connu des départs de locataires qu'une SCPI plus établie peut connaître. Donc, tout à fait normal. Ok, on va re-regarder les chiffres et puis on va les décrypter parce que ce qui est intéressant quand on regarde les chiffres et qu'on a du détail, c'est que ça permet peut-être aussi de comprendre comment fonctionne notre investissement. On vous confie de l'argent pour vous acheter des immeubles, pour que vous les louiez. Et donc, on revoit les chiffres. 93% donc au premier trimestre. Alors, 85% locaux occupés, ça je comprends sans problème. 6,1% de franchise ou de loyer ou de nouveaux locataires. Ça, c'est ce dont vous nous avez parlé. Loïc, j'ai juste une question. La franchise, ça se fait comment? C'est du one shot? On vous fait 3 mois de gratuité? Ou c'est des choses qu'on lisse un peu dans le temps? Parce que pour moi, associé sur mes revenus, ça va pas avoir tout à fait le même impact. Bien sûr. Non, en fait, c'est négociable. C'est négociable et la franchise, quelque part, accompagne l'arrivée du locataire ou le renouvellement, puisque en général, lui investit également dans ses locaux. Notamment en termes d'aménagement, dit aménagement preneur, donc de mobilier, de matériaux, de réinstallation des locaux. Donc traditionnellement, elles sont plutôt positionnées en début. Nous, on essaye effectivement, les asset managers travaillent à les étaler dans le temps, puis les étaler également ou de les recharger entre guillemets quand on a un renouvellement de bail à venir, de façon à pouvoir inciter le locataire plus facilement à renégocier et à rester dans les lieux.
OK. Donc ça, c'est ce qu'on était en train de voir donc sur la partie franchise. Maintenant, il y a une autre question qui se pose en regardant là encore, et on va revenir, la régie va nous remettre l'élément visuel. 1,2% sous promesse de vente. Tout à fait. Alors, donc notre SCPI, Laetitia l'a dit, on est quasiment en 3,2 milliards de patrimoine. On a une stratégie de rotation des actifs qui est importante. Certains actifs sont à même de dégager de la plus-value, d'autres sont moins stratégiques. Donc effectivement, on va avoir cette politique volontaire pour aller créer de la valeur ou se séparer d'actifs parfois qui sont moins stratégiques. Peut-être permettez-moi, je reviens sur cette vacance parce que j'aimerais répondre plus précisément à nos associés. C'est vrai qu'on a eu des libérations importantes, je le mentionnais. On a eu 140 000 mètres carrés qui se sont libérés sur 2 ans sur la SCPI. Ne vous inquiétez pas, on va y revenir, c'est la dernière ligne, il y a marqué 8%. Et effectivement, ça a créé cette baisse de taux de distribution. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit sur la SCPI, c'est qu'on est revenu sur un niveau normatif de libération. Quand je dis un niveau normatif, c'est plutôt entre 20 et 25 000 mètres carrés qui se libèrent par an. Donc, ça vous donne à peu près la mesure d'une SCPI. Il y a toujours du patrimoine qui tourne. Et on a réussi à absorber, en fait, cette vacance importante qu'on a pu avoir sur les 2 dernières années. Aujourd'hui, on est revenu sur un niveau normal, donc on a des très bonnes perspectives pour PFO2, mais c'est vrai qu'on a pu absorber ce choc et ça fait partie de la baisse de la distribution, ce choc un petit peu de libération. On a eu un peu un record malheureusement de surfaces qui ont été libérées. Je poursuis, Anne-Claire, sur nos échanges qu'on a eus, parce que depuis le début, on regarde, on essaie de comprendre le rôle de la RSE. Comme je dis, c'est des termes, moi j'y comprends rien, et donc je pose des questions. Donc on a compris que vous interveniez lors de l'achat, on a compris que vous interveniez pour faire évoluer les immeubles. Est-ce que, puisque là on est en train de regarder les immeubles qui sont sous promesse de vente, est-ce que des fois il vous arrive d'arriver en disant celui-là on arrivera décidément à rien en faire de cet immeuble, vaut mieux le vendre que de le garder? Absolument, c'est un travail qu'on fait en lien avec les équipes d'assets et de portfolio management. Une fois chaque année on réévalue en fait la performance ESG de chacun des actifs sur chacun des fonds. Et quand on se rend compte qu'on est allé un peu au bout de ce qu'on pouvait faire en termes d'action environnementale, de mise en place de services additionnels, où on est allé au bout des sujets de partenariat qu'on peut avoir avec nos property managers ou nos locataires, ça se reflète dans la note, et donc une note plutôt faible qui va finalement alimenter la décision de la mise à l'arbitrage de l'actif. Ok, on continue en regardant notre indicateur sur le taux d'occupation financier. En restructuration, c'est quoi? C'est des immeubles qui respectent pas des normes et où on se dit il faut qu'on les bouge? Alors effectivement, comme le disait Anne-Claire, on a des engagements forts et très ambitieux sur PFO2. Donc certains, on réévalue effectivement la performance énergétique de tous les immeubles. Certains, on choisit plutôt de les céder parce qu'on sait que on va pas réussir à créer de la valeur. Et d'autres, on prend l'engagement de faire des travaux, de les réinscrire dans une démarche vertueuse. Et c'est cela qu'on va retrouver dans ce pourcentage que vous venez de décrire. J'ajouterais peut-être que, effectivement, dans une logique de création de valeur également, le travail qu'on peut faire avec les collectivités locales, notamment pour faire émerger des droits à construire potentiels, peuvent rentrer en ligne de compte et c'est participer à la création de valeur. Donc, on va aller chercher ces suppléments de valeur. Et donc, ça peut rentrer dans cette catégorie que vous avez soulevée d'immeubles en restructuration. Donc, c'est plutôt une démarche, dans ce cas-là, volontaire, parce qu'on sait qu'on va créer de la valeur sur le fond. Ok, on continue entre guillemets le tour du propriétaire, parce que finalement les associés sont les propriétaires de tout ça. Si on regarde l'activité locative aujourd'hui, donc on a vu une SCPI qui pèse plus de 3 milliards. Je vois le chiffre là sous les yeux du rendement net immobilier du portefeuille, 5,4%. C'est quoi ça? C'est ce que rapportent réellement les actifs immobiliers qu'on a en portefeuille? Tout à fait. Ça, c'est le rendement, donc avant frais de gestion de la SCPI, c'est vraiment le rendement du portefeuille. Ok. Autre indicateur que je vois affiché, la durée résiduelle ferme des baux. C'est quoi ça comme indicateur? Je ne le connais pas forcément, ça. Oui, tout à fait. Alors, la durée résiduelle ferme, c'est très important en SCPI. Ça matérialise un petit peu le cash flow sécurisé pour nos associés. C'est-à-dire qu'en France, on a traditionnellement des baux 3-6-9. Donc, naturellement, la durée ferme restante, elle devrait être de 3 ans. Mais à force de négociations, d'acquisitions en Europe où les baux sont plus longs, on va étendre cette durée de baux ferme qui est très importante pour nous parce que voilà, on sait qu'on a 4,2 années de cash flow devant nous.
Ok. J'ajouterais que plus on a de durée ferme sur l'ensemble du portefeuille, plus on a la possibilité de passer les indexations, puisque bien entendu, il y a moins de turnover et il y a moins de renouvellement potentiel. Et justement, par rapport à ça, le renouvellement des contrats, ça se fait, donc vous parliez des baux, 369 en France. Aujourd'hui, vous avez un peu une visibilité sur vos baux, de dire, tiens, est-ce que quand on est au mois de juin, on sait à peu près qui reste et qui part ? Alors clairement, puisqu'on a des préavis de 6 mois traditionnellement dans la plupart des contrats, ça peut varier selon les pays en Europe, mais globalement c'est ça. Et puis surtout en asset management, on anticipe le sujet, on n'attend pas de 6 mois à l'avance, d'être en contact avec notre client locataire pour essayer de comprendre quelle est sa stratégie immobilière. S'il doit bouger, on l'accompagne. S'il doit réduire ou augmenter ses surfaces, on l'accompagne bien en amont pour réduire au maximum un phénomène qui pourrait être considéré comme subi, bien entendu. Ok, PFO2, l'ambition est donc dans l'environnement RSE, les objectifs de réduction notamment d'énergie, de consommation d'énergie sur cette SCPI. Je voudrais qu'on parle maintenant des investissements qui ont été faits cette année. Je vais commencer par vous. Vous voyez, j'ai commencé par l'extra-financier puisqu'on est sur cette SCPI. S'il y a un investissement emblématique, vous diriez lequel ? Alors, il y en a plusieurs, mais effectivement, on peut peut-être citer l'actif de la Marseillaise à Marseille, qui... C'est la bonne mère qui est derrière moi. Alors, on va pas citer toutes les caractéristiques extra-financières, mais il y a plusieurs certifications qui ont été obtenues lors de la construction, HQE et LEED. Juste HQE, décryptez-moi. HQE, haute qualité environnementale, c'est une certification qui est là en l'occurrence obtenue à l'échelle de la construction et qui nécessite le respect d'un certain nombre de prérequis et de critères de performance environnementale, donc sur la gestion de l'eau, la gestion de l'énergie, la gestion des déchets, le confort, la santé, etc. et qui permet donc de valider un niveau de performance très bon, en tout cas au moment de la livraison de l'actif. Donc ça, c'est pour la Marseillaise qui a obtenu de mémoire une note de 67 sur 100 sur PFO2 à l'acquisition, donc par rapport au seuil des 40. D'accord. Donc là, vous nous aviez dit que vous fixiez un seuil SCPI par SCPI. Donc si je comprends bien, sur celle-là, c'est 40. Donc par rapport à celle qu'on a étudiée hier, c'est un seuil élevé par rapport aux autres. Puisque de mémoire, hier, vous m'aviez parlé de 35 sur Grand Paris. C'est sur Grand Paris, c'est 35, absolument. Donc la Marseillaise, on peut citer également la technologie de refroidissement aussi par l'eau de mer qui est mise en place à l'échelle de l'actif. Donc ça, c'est sur la Marseillaise. Et puis peut-être un autre actif en Europe. On a PFO2 a acquis un actif à Bruxelles. Et qui a une note également un tout petit peu en dessous de 60 sur 100 pour le seuil de 40 et qui a obtenu aussi une certification sur la phase de construction. Bruxelles, le terrain de jeu PFO2, c'est où ? Alors aujourd'hui, c'est l'Europe, hein, clairement, la zone euro plus précisément. Aujourd'hui, on a un patrimoine qui s'est évidemment, comme la plupart des CPI, constitué en France. Et on est en train d'aller chercher les marchés européens. On a des très belles opportunités en Europe, des marchés où on a des actifs de très belle qualité environnementale. Et c'est ça qu'on va aller chercher aujourd'hui dans les grandes métropoles européennes. Ok. Aujourd'hui, on a combien de bureaux dans PFO2 ? On est aujourd'hui à peu près à 86% de notre patrimoine qui est bureau. Et l'autre partie est assez diversifiée entre commerce, hôtel. On a par exemple acheté au mois de mars un hôtel neuf, donc loué au Club Med avec un bail long terme. Ça fait partie de la diversification de PFO2 d'aller sur ces actifs qui apportent du rendement et de la diversification. Et les libérations qu'on a eues, c'était sur quel type de baux ? Alors c'était plutôt sur des baux historiques, donc plutôt des beaux bureaux. Voilà. Ok, je vous amène là pas tout à fait par hasard parce que j'ai une question d'associé. Quel avenir face au travail et à la diminution des mètres carrés et quelles sont les conséquences pour la valeur de la rentabilité de PFO2 ? Des arbitrages sont-ils prévus ? La relocation de grandes surfaces de bureaux est-elle devenue problématique, Loïc, grosso modo, si on regarde sur le marché ? Alors on peut pas, c'est dur de répondre à cette question d'une façon globale parce qu'il faut regarder tous les marchés, il faut regarder tous les segments de produits. Globalement, les tendances sont quand même identiques partout en Europe. C'est-à-dire qu'on a, suivant les entreprises, entre 2 jours, 2,2 jours moyens de télétravail qui sont mis en place par les entreprises. Après, c'est variable. Des PME peuvent en mettre moins, les grandes entreprises un peu plus, les back-office plus et les HQ, les sièges sociaux un peu moins.
Donc très clairement, on a cette dichotomie qui se met en place, et on a également des marchés d'immobilier d'entreprise dans l'ensemble des métropoles qui sont plutôt résilients par rapport à ça, et on voit que globalement la plupart des surfaces qui sont libérées sont compensées par des nouvelles prises à bail, notamment parce que un point qu'on n'a pas évoqué, c'est l'emploi, puisque on a une corrélation directe entre les prises à bail et les taux de chômage, et les taux de chômage sont historiquement bas dans la plupart des métropoles européennes aujourd'hui. Anne-Claire, est-ce que vous avez le sentiment qu'on loue plus facilement un immeuble qui est, je dirais, aux normes modernes? Alors oui, mais c'est pas qu'un sentiment. Il y a quand même beaucoup d'études là qui sont publiées, qui démontrent effectivement que si on prend un indicateur simple sur lequel on peut comparer, c'est donc les certifications environnementales des actifs. On remarque que les actifs qui ont une certification environnementale ont des taux de vacances plus faibles et des valeurs locatives plus élevées par rapport à la moyenne. Ok. Il y a un sujet dont on n'a pas parlé, dont on a parlé lors de la première émission, c'est le taux d'endettement et la gestion de la dette sur la SCPI. Donc, on va regarder dans les chiffres clés. On voit qu'aujourd'hui, le taux d'endettement est de 25,7%. Loïc, quelle est la stratégie sur cette SCPI en matière d'endettement? La stratégie, ça a été d'être très mesuré sur le niveau de dette sur les SCPI. Et pour nous, c'est l'essence même de la SCPI, c'est d'être très mesuré sur le sujet. Pour autant, on a eu recours à l'endettement dans les années passées, et je pense qu'on ne s'est pas trompé, puisqu'on a pris de la dette à des niveaux pas élevé, entre 1,5 et 2%, et c'est une durée de 5 et 7 ans. Et c'est la composition essentielle de la dette aujourd'hui de PFO2, donc qui est très porteuse, très relative pour les associés. Maintenant, dans le contexte de marché dans lequel on est depuis la fin de l'année dernière et à l'heure actuelle, on est très mesuré. On a plutôt tendance à rembourser les lignes de crédit qui arrivent à échéance, puisqu'on les renégocie dans un contexte de marché où la dette est très élevée. Donc très prudent sur la dette aujourd'hui, et on verra comment vont évoluer les taux dans les prochains mois. Et peut-être pour compléter ce que disait Eric, nos associés ont peut-être vu le chiffre de 28% à la fin de l'année 2022. Et pour illustrer ce que dit Loïc, on a remboursé 50 millions d'euros de dette au 31 mars parce que justement, la dette qu'on nous proposait aujourd'hui était beaucoup trop chère. Et donc c'est pour ça qu'on est passé à un taux d'endettement de 25,7%. On se désendette dans ces nouvelles conditions de marché, mais voilà, on reste attentif à ce qui se passe. Donc vous avez préféré rembourser que de faire rouler votre position, comme disent les professionnels dans leur jargon. Rouler sa position, c'est quoi? C'est se rendetter pour rembourser une dette. C'est ce que font les États. Voilà. c'est la pratique traditionnelle. Laetitia, je reviens vers vous. Je disais tout à l'heure, vous êtes directrice commerciale et marketing. Est-ce que la couleur verte de PFO2 est un atout marketing aujourd'hui? Alors, oui, c'est un atout marketing dans le sens où ça répond à une demande des épargnants d'avoir du sens, d'apporter du sens à leur investissement. Maintenant, chez Perial, on ne le fait pas d'un point de vue marketing. C'est une vraie conviction qui est portée notamment par Eric Kosra et qui emmène toutes les équipes Perial dans cette direction. Puisqu'en 2009, quand Eric Kosra a lancé PFO2, cette thématique n'existait pas sur le marché des SCPI, et c'est vraiment la conviction environnementale portée par le sous-jacent immobilier qui est le plus gros émetteur de gaz à effet de serre en Europe. Donc c'est un vrai levier pour optimiser l'environnement dans lequel on vit, qui est le premier moteur de cette SCPI. Bien, on va revenir sur des questions d'argent avec vous, Rémi. Le prix de la SCPI stagne depuis des années par rapport aux autres SCPI. Quid de l'évolution de la valeur de part? Il y avait aussi une question sur le niveau d'endettement, mais ça tombe bien, on l'a traité. Et on a même une question qui dit, va-t-on vers une décote du prix de la part de PFO2? Alors, je fais référence là encore à la première émission, si vous voulez regarder sur la méthodologie de valorisation des SCPI. Avant qu'on parle du prix de la part, je voudrais qu'on parle de la valeur d'expertise, parce que tout part de là. Comment a évolué la valeur d'expertise en 2022 pour PFO2? Pour PFO2, la valeur du patrimoine a baissé de 1,6% sur l'année 2022. Donc on a eu des valeurs d'expertise sur tout le marché qui ont commencé à bouger à partir de juillet 2022. Et PFO2 s'est inscrit dans cette dynamique, et donc on a eu cette baisse qui est à comparer à une baisse de 2,1% pour la moyenne des SCPI bureaux. Grosso modo, vous avez vu des écarts entre les typologies d'actifs, puisque vous nous aviez dit que
À la différence de ce qu'on avait vu sur Grand Paris, qui est à 96% bureau, là, vous nous avez expliqué tout à l'heure que vous étiez à un peu plus de 80% en bureau. Il y a des différences selon les classes d'actifs? Alors, selon les classes d'actifs, mais surtout selon les pays qui n'ont pas réagi de la même manière. Loïc en parlait tout à l'heure des différents marchés. On a des marchés, notamment néerlandais, allemands, qui ont plus accusé le coup qu'un marché français, par exemple. Donc, ça explique un petit peu aussi la baisse entre notre SCPI PF Grand Paris et PFO2. Ok, on n'a pas exactement les mêmes types d'experts en Allemagne, aux Pays-Bas ou au Royaume-Uni qu'en France. Et donc, eux, ils tirent très vite. Voilà, on a des marchés plus volatiles que le marché français. Donc, les baisses ont été enregistrées de manière plus conséquente sur ces pays. OK. Donc, la valeur d'expertise a baissé de 1,6%, principalement en raison des éléments qui ont été faits à l'international et des différences d'expertise. La valeur de part, elle bouge ou elle bouge pas? Alors, la valeur de part ne bouge pas. On est toujours dans le tunnel que vous mentionnez, entre moins 10 et plus 10%. On est sur une SCPI qui a vocation à distribuer du revenu. On n'est pas sur une SCPI de capitalisation, mais de distribution. Donc, on reste sur ce prix de part de 196 €. Aujourd'hui, dans un marché qui est mouvant, on n'a pas vocation, en tout cas, à aller remonter ce prix de part. On est comment, puisqu'on sait qu'on peut, par rapport à la valeur de reconstitution, fluctuer et définir un prêt entre plus 10 et moins 10, on est comment par rapport au prêt de reconstitution? Alors, le prix de part est légèrement en dessous de la valeur de reconstitution. OK. Les objectifs de distribution, Loïc, pour cette SCPI? Une fourchette entre 4 et 4,40%, qui est globalement à peu près similaire à ce qu'on avait envisagé l'an passé et qui correspond à la stratégie aujourd'hui locative que nous menons. Et de diversification sur ce fonds. Donc, c'est tout à fait conforme, en tout cas, à ce que nous avions annoncé en fin d'année dernière. Question, aujourd'hui, quand vous faites vos investissements, vous avez un critère de rentabilité? Vous avez rehaussé vos critères de rentabilité? Oui, bien entendu, parce que dans un marché où on a des compressions de taux de capitalisation sur les produits, on suit bien entendu le marché et on peut bénéficier aujourd'hui d'opportunités sur le marché, donc on est très attentif à ça. Mais c'est pas l'unique critère. Le critère effectivement du maintien de la valorisation à long terme est important. Le critère de la solidité du locataire pour garantir les cash flows et la distribution et des bons niveaux d'encaissement est également important. Et puis, Anne-Claire en parlait tout à l'heure, l'extra-financier avant tout, la qualité du produit, sa conformité, la façon dont on peut le projeter sur le respect du décret tertiaire à horizon 2030 sont des éléments essentiels que nous regardons aujourd'hui à l'acquisition. OK. Décret tertiaire, c'est un coût, c'est un rapport? Grosso modo, décret tertiaire, il faut qu'on fasse des travaux. Donc moi, je suis un associé, je me dis faire des travaux. C'est de l'argent qui sort. Alors, nous, on a toujours eu cette conviction que la première étape à réaliser, c'est pas de faire des travaux, c'est déjà de faire une analyse de l'actif. Donc, en fait, le mécanisme qu'on a mis en place sur PFO2 anticipait le mécanisme du décret tertiaire. Donc, cette logique de automatique travaux, non. En revanche, de dire, j'analyse l'actif, je regarde comment il est utilisé, comment il est exploité, on peut faire des économies assez substantielles rien qu'en optimisant le pilotage et le fonctionnement des équipements la nuit et le week-end. Voilà. Vous avez d'ailleurs constaté pendant le Covid que vous aviez des immeubles qui continuaient à consommer même s'il y avait personne dedans? Alors, ça peut arriver, mais ça dépend un petit peu aussi des particularités des activités à ce moment-là. Certains ont voulu quand même garder une continuité d'activité pour certaines équipes, donc ça, c'est vraiment au cas par cas à chaque fois. OK. La priorité en termes de taf sur cette SCPI aujourd'hui, c'est quoi? C'est améliorer le 8% de vacances? C'est ça l'enjeu majeur? Effectivement, donc un travail a déjà été fait. Je mentionnais les 130 000 m². Il y a un énorme travail qui a été fait par les équipes asset management pour relouer la vacance. On l'a vu dans les chiffres de franchise qui ont été présentés par Loïc. On a 6,1% des locaux sous franchise, donc ça matérialise bien tout cet effort de relocation. Et on doit continuer justement à aller toujours faire progresser ce taux d'occupation financier, bien évidemment. Et puis, c'est, comme on l'a mentionné, continuer à se diversifier, continuer à aller plus loin dans nos objectifs extra-financiers. On est aujourd'hui leader sur ce positionnement et on veut le rester sur PFO2. Alors, vous êtes leader, vous aviez été les premiers. Justement, il y a une question qui me turlupine. Alors, tous les particuliers sont pas forcément au courant, mais désormais, l'Europe nous demande de classer les produits dans différentes catégories. Ça s'appelle SFDR, on doit être 6, 8 ou 9. Et donc, le Graal aujourd'hui, c'est 9, et c'est des produits qui sont des produits dits à impact.
ça vous titille, ça vous donne envie de réfléchir, Laetitia, sur ces sujets-là? PFO2 est classée SFDR et elle est classée SFDR 9 déjà. Donc vous dites on y est déjà. On est déjà au max de ce que nous propose l'Europe. Oui, maintenant, encore une fois, PFO2, c'est l'illustration d'une conviction. Le label ISR ou SFDR ne sont pas une fin en soi dans notre stratégie développement durable sur cette SCPI. Donc, on a envie d'aller plus loin pour aller au-delà de la réglementation, comme on l'a fait au lancement de la SCPI en 2009. OK. Aller plus loin, ça voudrait dire quoi? Aller plus loin, c'est notamment, on travaille pas mal à l'échelle de la place sur les réflexions de la traduction de la finance à impact pour l'immobilier. OK. Donc ça veut dire c'est l'étape d'après. On rappelle que dans l'univers financier, il y a eu le label ISR d'abord pour les SICAV et les fonds communs de placement. Et puis la deuxième étape, ça a été ensuite pour l'immobilier. Même logique, c'est de se dire qu'est-ce qu'on arrive à faire en termes d'impact? Absolument. Bon, on compte sur vous. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine pour regarder nos 2 dernières SCPI de la gamme Perial dans le cadre de cette semaine des SCPI Perial Asset Management. Ce sera PFO mardi et ce sera PF Hospitalité Europe mercredi. Et puis, à vous, associés de PFO2, je vous rappelle qu'on a fait cette réunion avant les assemblées générales. Donc, naturellement, je vous invite à voter ou à donner pouvoir. Salut, bonne fin de semaine, la semaine prochaine.